Mesdames et messieurs les intervenantes et les intervenants, chères étudiantes et étudiants, mesdames, messieurs, cari ospiti, l'Université de Genève et le Global Studies Institute sont fiers et honorés de vous accueillir à cet événement organisé dans le cadre de l'exposition de la photographe Carla da Silva, que je remercie encore pour la qualité de ses photographies. Le thème de l'édition 2024 est « Les incertitudes de la démocratie » et la résonance avec le sujet de ce soir nous paraît évident. Habiter la rue, l'hospitalité est-elle un devoir démocratique ? En choisissant comme thème les incertitudes de la démocratie, nous voulions mettre en avant, en tout cas comme point de départ, comme dans toute proposition, nous voulions mettre en avant le fait que cette année 2024 est une année très particulière, puisque c'est une année, je dirais, d'élection, dans la mesure où près de 4 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, sont ou ont été appelées à voter dans 76 pays, dont 43 pays votent librement selon différentes formes d'élections. De Taïwan, dès le 13 janvier de cette année, en passant par le Mexique, le Venezuela, le Brésil, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, la Russie, l'Europe avec ses élections européennes et tout récemment la présidentielle aux États-Unis, nous avons donc assisté à un événement global qui nous rappelle, et c'est important, que la démocratie se caractérise par une incertitude fondamentale dans la mesure où elle est constamment soumise à l'épreuve de la discussion et du débat public tel que défini par le respect des normes et des règles fondamentales. C'est précisément par cette capacité à exprimer et à faire valoir leurs désaccords, leurs revendications et leurs protestations que les citoyennes et les citoyens nourrissent cette incertitude. La démocratie est donc habitée par l'exercice du conflit, la persistance et le renouvellement des luttes, précisément quand l'espace public pour défendre ses opinions devient un espace d'habitation pour les plus démunis, la démocratie s'affaiblit. Et c'est précisément la problématique de ce soir. Le travail mené par la photographe Carla da Silva est de nous tendre un miroir et de nous interroger avec elle et avec nos intervenantes et intervenants sur l'hospitalité comme un devoir démocratique. C'est en tout cas ce qu'on espère faire ressortir de cette table ronde de ce soir avec, et je le remercie encore, cette famille qui a accepté ce difficile exercice de parler ouvertement et librement des difficultés auxquelles elles sont confrontées tous les jours, au quotidien, et qui, pour nous, qui les voyons, parfois sans les voir véritablement, oublions ce que cela signifie de survivre dans un environnement comme le nôtre. Aussi, je vous souhaite un débat passionnant et passionné, et j'invite Stéphane Herzog, notre maître de cérémonie, qui va modérer la discussion de ce soir, à me rejoindre pour lancer ce débat. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Esposito. Cet après-midi, j'ai lu quelques citations en fait, tirées de débats parlementaires sur des pétitions qui demandaient en fait, à ce que des Roms partent en fait, de certains endroits à Genève, à Saint-Jean notamment. La première, c'est « Il n'est pas interdit de mendier, ce sont des comportements et des lieux qui sont interdits », a dit une députée qui s'appelle Madame Meissner, une députée du centre, et sa conclusion, c'est donc qu'il faut interdire totalement la mendicité. Dans une autre échange, M. Nidegger, qui est député UDC, dit « La pétition sur ces personnes roms qu'on demande de partir à Saint-Jean est le moyen le plus soft qu'on puisse imaginer en attendant d'autres mesures, sinon c'est la population qui va prendre les choses en main. » Je trouvais ça un peu inquiétant. Et un autre député MCG, donc Grand Conseil de Genève, il est temps de sonner le départ de la route du Rhum. Donc voilà, un peu de l'humour, un peu scabreux, très étonnant en fait de la part de députés, j'ai trouvé. Donc bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre de cette semaine des droits humains. Donc cet événement a été suscité par Carla da Silva, artiste photographe. Certaines personnes aujourd'hui sont allées voir son exposition. Et donc, elle l'a voulu en lien, en continuité avec le travail qu'elle expose actuellement à l'espace Kugler, à l'espace Cheminée Nord, et qui évoque en fait la vie dans la rue,
Et en fait, en l'occurrence, c'est la vie de personnes roms, de Roms qui sont dans la rue. Donc, je vais inviter en fait tous les participants au débat à venir s'asseoir ici avec moi, et ensuite je vais vous présenter. Vous pouvez nous rejoindre. Comme tu veux. Ouais. Mais vous pouvez venir là, je vais rester debout sinon, c'est bon. On a mal compté. Alors, donc d'abord je vais présenter Inès Kalstas, qui est donc responsable de la pastorale des milieux ouverts au sein de l'Église catholique romaine de Genève. Elle travaille au quotidien pour venir en aide à des personnes précarisées et marginalisées dans le canton. Ensuite, je présente Dina Bazarbachi, à ma droite, qui est avocate genevoise spécialisée dans la défense des droits des mendiants et des mendiantes et des détenus aussi. Elle est membre du comité MESEM-ROM, l'association de défense des personnes roms à Genève. Sylvain Thévaux, à ma droite, est député socialiste au Grand Conseil de Genève. Il est travailleur social et il connaît bien la question et la situation des Roms à Genève. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir Annika Rostas et Danila Stoïka, donc experts de terrain, qui vivent en fait dans la rue. On en parlera un moment après, bien sûr. Et leur fils, Madaline, qui est au centre du débat, et Carla da Silva, tout à votre gauche, qui est donc l'artiste qui a lancé en fait cette idée de table ronde. Donc la première question est pour toi, Carla. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce débat? Comment est-ce qu'il complète le travail artistique que tu as mené au sujet de ces personnes qui vivent dans la rue? Vous pouvez prendre le micro qui est ici. Voilà. Bonsoir. La raison qui m'a amenée à inviter les participants et participantes à cette table ronde est tout simplement pour pouvoir répondre à des questions auxquelles mon travail ne répond pas. L'idée de mon projet, c'était déjà d'essayer moi-même de comprendre en fait comment c'était possible que des personnes se retrouvent dans une ville telle que Genève à vivre dans la rue, et puis l'envie de les rendre visibles et de soulever plutôt des questions. Et l'idée de la table ronde ce soir, c'est de tenter d'y répondre et du coup d'inviter les personnes qui m'ont accompagnée dans ce projet et vers qui je me suis tournée dans les phases de recherche, et de les inviter à venir, elles, pouvoir parler de la situation, et surtout Danila, Annika et Madaline, qui sont les personnes concernées directement et qui pourront mieux que personne parler de leur situation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quelles circonstances tu as rencontré cette famille? Alors, je les ai rencontrées il y a à peu près 3 ans, tout simplement parce qu'elles habitaient en face de chez moi. Moi, j'habitais Saint-Jean, et puis ces personnes vivaient sous le couvert du préau de la maison de quartier de Saint-Jean. Et tous les jours, en rentrant et en partant de chez moi, je les voyais même depuis ma fenêtre. Et du coup, je suis allée leur parler pour tout simplement d'abord savoir si elles avaient besoin de quelque chose et comment je pouvais les aider, comme heureusement l'ont fait d'autres habitants et habitantes du quartier. Et puis, en fil du temps, en discutant et en échangeant avec elles et eux, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autre chose et essayer de montrer et de témoigner de leur situation. Merci. Inès Kalstas, donc la famille qui est présente avec nous ce soir, Annika et Danila, et leur enfant Madaline, qui est à l'école à Genève, à l'école Geisendorf, vivent en fait dans la rue depuis 7 ans ou plus. Et à un moment, elle était installée en fait dans les toilettes du parc Geisendorf. Et donc, évidemment, quand on apprend ça, et même le fait qu'aujourd'hui et ce soir, ils vont dormir dehors et qu'ils le font depuis plusieurs années avec un enfant,
comment une telle situation est-elle possible et quelle devrait être ou quelle aurait pu être la solution pour les installer dans un lieu décent dans cette ville qui est une des villes les plus riches au monde? Et je ne sais pas comment c'est possible, je ne peux pas l'expliquer. Et surtout que cette famille a fait la une des journaux et qu'il y a une telle indifférence des pouvoirs publics. Ils vivent à la vue de tout le monde. J'ai connu Madaline quand il était enfant. Et il a fait ses premières pas à la paroisse de la Servette. Et je me suis toujours demandé comment un enfant comme Madaline pouvait être comme il est, si radieux, en vivant dans la rue, dans des conditions extrêmes. Et je me suis promise que je ne prendrai pas ma retraite, ni je n'abandonnerai pas mon travail tant qu'une solution soit trouvée pour lui. Et ce n'est pas parce qu'il est ici, parce que tout le monde sait, même mes enfants le savent, qu'il est mon préféré. et que vraiment, je me demande comment ça se fait vraiment. Et j'étais plusieurs fois à des réunions où il y a eu plusieurs acteurs sociaux et qui étaient là et que la famille était le centre de ces discussions. Et personne n'arrive à trouver une solution et je me dis qu'il y a quelque chose qui manque et ça me questionne terriblement. Et c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je ne peux pas imaginer comment on peut... Tous ces enfants qui vont à l'école et qui dorment dans les parcs et qui dorment sous les ponts et que le lendemain matin, après une nuit dehors, ils arrivent à être à l'école, d'apprendre, et d'aller bien. Je ne sais pas comment ils font. Pour moi, c'est vraiment des personnes admirables. Merci. J'aurais voulu demander à Annika ou Danila où est-ce qu'ils vivent actuellement, où est-ce qu'ils dorment. Pe unde să dormim? Dormim pe unde apucăm. Poliția vine, sunt băieți buni care ne lasă, sunt băieți răi care ne scoală și ne face să ne mutăm cu saltelele dintr-o parte în alta. Se schimbă, vin alții. Și uite așa, asta nu e viața. Dimineața, când mă duc ăla e obosit. Când mă duc la școală. Când mă duc la școală cu copilul e obosit. Și asta e o condiție între noi, suntem mai rău ca amestecâni. Avem și noi dreptate, avem și noi o posibilitate când copiii merg la școală. Și vă mulțumesc. Danila, la tot poporul. dobbiamo dire in francese, se no è troppo lungo, va bene? Moi, c'est la première fois que je fais ça. Bon, je vais vous traduire ce qu'ils ont dit, c'est qu'eux, ils dorment dans la rue. Et ils dorment par où ils peuvent. Il y a la police qui vient les réveiller, leur dire de partir. Il y en a qui leur met des amendes. Il les chasse, il revient, il les chasse, c'est toujours pareil. Ils n'ont pas où se laver, ils n'ont pas les moyens pour se faire à manger. Voilà, il y a le petit qui, quand il se réveille, quand il va à l'école, il est tout... il n'est pas comme tous les enfants, quoi. Il n'a pas une maison. C'est très difficile pour eux. Ils vivent, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils vivent pire que les chiens dans la rue. Et eux aussi, ils ont le droit de vivre comme tous les autres Suisses. Et c'est très difficile avec un enfant dans la rue. Oui. Je voulais demander à Annika, en fait, si depuis qu'ils sont à Genève, est-ce qu'ils ont logé dans des abris ou est-ce qu'ils ont eu l'occasion de loger ailleurs en fait que dans la rue?
Ils ont eu l'occasion de dormir au sleeping, si vous connaissez. Mais comme la dame est malade et là-bas, on a du mal à respirer, c'est souterrain. Elle n'a pas pu parce qu'elle a des problèmes de santé. Ok. Quelle serait pour eux, enfin ça paraît logique, mais si on pouvait, quelle serait la solution en fait qu'ils aimeraient avoir ici à Genève le plus vite possible? Ça serait quoi leur première demande, en tout cas en matière de logement? Dorim ca să avem unde să stăm, să spală copilul, să avem unde dormi și să pot să duc copilul cum merg toți copiii la școală, îmbrăcat și spălat. Și încerc și ceva de lucru, așa cum sunt, să șterg geamuri, să fac un teiaj, orice. Ce qu'ils voudront, c'est une maison où dormir et avoir des conditions comme tout le monde. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que parfois, ils demandent aussi aller au travail. Il y a des personnes qui leur proposent aussi aller faire le ménage, des trucs comme ça. Ouais, ce qu'ils veulent, c'est une maison. Je parlais avant avec quelqu'un de Caritas qui est ici et qui travaille au pôle médiation. Et je lui disais, mais en fait, ce soir, cette famille en fait, va dormir dans le froid. En fait, qu'en est-il des places disponibles qui seraient adéquates en fait, pour une famille? Et puis la réponse, c'était qu'a priori, les lieux d'hébergement d'urgence étaient pleins, et puis que pas tous les lieux étaient susceptibles d'accueillir en fait des familles. Parfois, c'était que les hommes ou les femmes séparées, que ça ne convenait pas tout le temps, et que parfois certaines personnes aussi refusaient d'aller sous terre, comme vient de le dire Annika. Donc, en fait, on est dans une absence, enfin un manque en fait de place apparemment, mais peut-être qu'on y reviendra après avec aussi Sylvain Thévaux. Je voulais revenir vers Inès. Non, j'avais encore une autre question, c'est à la famille, c'est comment se passe l'école pour Madaline? Apparemment, ils ont parlé au directeur, il a les papiers, tout ça. C'est que le petit, il apprend bien, ça va, il apprend vraiment bien à l'école. Je suis contente d'entendre ça. Mais voilà, il est un peu fatigué, comme dormir le soir dehors. Quand il se réveille, il est fatigué, mais le reste, il apprend bien à l'école. Est-ce qu'il est vrai qu'ils ont reçu une interdiction en fait, de territoire qui comprend l'école Geisendorf? Ça veut dire qu'au sens de la loi, ils ne seraient pas en capacité d'aller accompagner leur enfant à l'école. Est-ce que c'est correct? Madame m'a demandé si je pourrais demander à Madeleine comment ça va à l'école. Oui. Madeleine. Il sait parler français. Inès, tu peux lui tendre le micro. Ouais. Je te tiens le micro ou tu veux le tenir? Bonjour tout le monde. Comment ça va à l'école? Est-ce que tu aimes bien l'école? Oui. Elle tombe bien l'école, mais tout le monde, le police, elle ne laisse pas pour dormir. Et après, le police, elle ménage. Et après, elle ne laisse pas le police pour endormir. Et elle tire pour qu'on part. Et après, elle ne laisse pas pour... Et moi, je dors mon classe, elle a dit mon maîtresse. Et après, tous les jours, le police, elle ne laisse pas pour dormir
sur route et ne laisse pas pour dormir sur route. Et après, moi, je dors sur route. Merci. Je voulais demander à Inès, en fait, tu me disais dans les échanges qu'on a eus précédemment qu'il y avait un sentiment de précarité permanente chez les personnes en fait, qui étaient hébergées dans des logements d'urgence et qui avaient en fait la peur ou l'angoisse de bientôt, il faut sortir, il va falloir sortir, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de répit en fait, pour les personnes qui vivent dans la rue, même quand elles ont un hébergement. Est-ce qu'il y a des situations, des solutions plus durables qui sont mises en place à Genève? Je pensais par exemple à des appartements relais. Est-ce que tu peux dire ou nommer si oui ou non des situations de ce type existent à Genève? Bon, comme tu l'as dit bien, il y a des centaines de personnes qui dorment à la rue actuellement à Genève. Il y a les hébergements d'urgence pour les familles sont saturés. Ça veut dire qu'ils ont le droit, les familles qui rentrent, ils ont le droit que pour 3 mois. Donc, dès qu'ils arrivent, ils essayent de dire la prochaine, bientôt je vais être dehors. Ils ne sont pas un répit. Il faut dire à Genève, et je tiens à le dire, qu'il n'y a pas d'hébergement d'urgence pour les couples. Donc, je rigole à un moment parce que pendant le Covid, je me battais pour qu'il y ait un hébergement pour les couples homosexuels et maintenant, il n'y a pas de couple du tout. Et les hébergements d'urgence pour les hommes seuls aussi sont saturés. Donc, on se retrouve dans une situation où les personnes qui ont accès à ces hébergements d'urgence, déjà, ils sont en train de penser à la sortie. Ce qui les interdit d'avoir un répit ou d'avoir le mental libre pour trouver des solutions pour l'insertion. Pendant longtemps, l'AIM a des appartements relais qu'on appelle. Nous aussi, l'Église catholique a mis en place pendant 3 ans, et en se basant Housing First, et 3 appartements pour faire un projet pilote. Et on se rend compte que les personnes qui arrivent à avoir ces appartements-là, et il y a presque un succès, je dirais 100%, pour ne pas dire 95 ou 90%, parce que, comme disent les anglo-saxons, housing first, le fait d'avoir une maison, ça te fait poser et de pouvoir avoir toutes tes possibilités pour t'insérer. Comme dit Danila, dès que tu vas trouver un travail, il te demande t'habites où, qui va t'employer quand tu es à la rue. Je trouve qu'il pourrait y avoir d'autres solutions ou plus de solutions à ce niveau. Il y a aussi un autre point qui est très inquiétant pour les Roms et d'ailleurs pour tout le monde, mais chez eux, ça provoque un peu la terreur ou la peur. C'est la question de la prison. Et quand on a préparé ce débat, cette table ronde, vous nous disiez, Danila, Inès, qu'aujourd'hui, il y avait une dizaine de personnes de Roms qui étaient en prison et qu'elles y sont en fait pour avoir mendié ou pour avoir violé une interdiction de périmètre. Et puis, Inès, vous rapportiez notamment le fait que des femmes mendiant dans la rue ont décopé une amende de 2500 francs parce qu'elles étaient avec un enfant. Donc, comment est-ce que vous réagissez en fait à cette situation c'est aujourd'hui, il y a des gens qui sont effectivement en prison pour avoir mendié. Alors, je trouve scandaleux et qu'on combatte les pauvres par la répression. Tu tends la main, tu as une amende, si tu ne la payes pas, tu vas en prison. Et je veux dire, c'est incroyable qu'on a criminalisé la mendicité. Il y a 0 dialogue avec les personnes concernées, 0 interaction avec les personnes qui travaillent dans le terrain, 0 créativité pour trouver d'autres solutions. La seule chose qu'on dit, c'est on ne peut pas accueillir la misère du monde, donc on fait quoi? On réprime. Et je trouve que c'est vraiment scandaleux qu'on dit ça et en même temps, on utilise mes impôts, vos impôts pour enfoncer encore plus des personnes qui sont déjà dans une situation hyper précaire, qui sont de génération en génération
Et la seule chose qu'on fait, c'est dépenser notre argent pour les mettre dans des prisons où il n'y a pas de solution, où la seule chose, c'est, on parlait de cette dame pendant qu'on préparait cette soirée, parce qu'actuellement, elle a laissé 2 enfants en bas âge juste parce qu'elle a tendu la main. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution pour cette dame? C'est incroyable. Et on a parlé d'une dizaine, mais en réalité, je pense qu'on est plus proche d'une vingtaine que d'une dizaine. J'aurais voulu passer la parole à Dina Bazarbashi pour qu'on vienne un petit peu sur les questions de loi. Donc, à Genève, il y a une loi qui a été votée en 2007 sur la mendicité, qui a été cassée en fait et remise en question par un arrêté en fait de la Cour européenne des droits de l'homme suite à un long combat en fait juridique que vous avez mené, Dina. Et en fait, cette loi a été rapidement remplacée par une nouvelle loi. Que dit-elle schématiquement? Comment elle fonctionne et quels sont ses effets? Puis on peut peut-être mettre le slide où on voit l'application de cette loi. Okay, alors, effectivement, il y avait un article de loi qui réprimait la mendicité qui avait été promulgué en 2007. Le nouvel article dit exactement la même chose. En fait, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a cassé en fait cet article de loi en disant qu'il y avait une violation de la liberté personnelle, il y avait un problème, on ne pouvait pas réprimer la mendicité de manière générale. Et puis, qu'a fait le Grand Conseil avec cette nouvel article de loi? C'est exactement la même chose. Ils ont quadrillé en fait tout le canton. Et en réalité, on a quelques petits morceaux de territoire où on peut mendier, à savoir dans les vignes, par exemple à Satigny, là où il n'y a absolument pas de passage. Et mon combat, je suis repartie au combat en disant mais non, mais en réalité, ça revient exactement au même. On interdit la mendicité de manière générale, puisque de toute façon, la mendicité se fait uniquement là où il y a des passants et pas là où il n'y a pas de passants. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc, pour expliquer, on peut pas, la loi interdit de mendier à proximité des commerces, par exemple? Partout. À côté des églises, à côté des parcs, à côté de tout. Les bancomates, là où il y a de la vie, c'est interdit de mendier. L'autre question qui vient un peu naturellement, c'est est-ce que ces lois anti-mendicité sont générées et créées en fait et dirigées contre les Roms ou c'est des lois générales contre la mendicité? Alors c'est une loi générale, bien sûr, on ne peut pas discriminer de manière ouverte, mais évidemment ça touche les Roms. La police s'attaque uniquement aux Roms et pas aux autres mendiants, enfin, de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Est-ce que dans leur genèse politique, ces lois ont été dirigées en fait et elles existent contre les Roms ou pas forcément? Mais bien sûr, on voit les messages, ça transpire en fait la discrimination à l'égard des Roms. Ces lois ont bien sûr été promulguées pour réprimer la mendicité des Roms et non la mendicité d'autres nationalités. Vous défendez actuellement tu défends une mère en fait de 2 enfants, donc mère qui est âgée de 21 ans et qui a été mise en prison et qui devrait rester en prison jusqu'en avril 2026 parce qu'elle cumule pour près de 140 000 francs d'amende pour mendicité, donc qu'elle a cumulé sans en fait faire opposition au fil du temps comme certaines personnes le font avec ton aide. Quelle est ta réaction face à la situation et est-ce que la justice fait fausse route et qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui est possible de faire pour éviter en fait ces situations et surtout sortir cette femme de prison? C'est typiquement ce genre de situation qui me fait bondir parce qu'on en arrive à des situations extrêmes comme cette dame qui connaissait absolument pas la possibilité de s'opposer à ces amendes en raison de sa précarité. Et donc, elle n'a absolument rien fait. Elle a laissé ces amendes s'accumuler pour un montant de 140 000 francs.
Et maintenant, on doit passer à peu près 3 ans en prison. Et bien sûr que moi, comment je réagis, eh bien, ça fait à peu près 2 semaines et demie que j'ai appris cette situation. J'ai été la voir en prison et je n'en dors plus de la nuit, évidemment. Et j'ai déposé des recours, j'ai bombardé toutes les autorités, y compris les politiques, toutes les autorités ont été saisies. Et j'essaye de faire libérer cette dame et je n'arrêterai pas tant qu'elle ne sera pas libre. J'étais curieux de savoir si auprès de tes confrères et consoeurs avocats, dans le milieu des avocats, les gens connaissent cette situation. Est-ce que tu as des gens en fait, qui abondent dans ton sens, qui sont choqués, qui ont envie aussi de se mobiliser? Est-ce que ça fait parler en fait, ce genre d'affaires? Alors, c'est pas tellement un sujet qui est porteur de défendre des pauvres. Dans mon métier, je n'ai pas encore vu beaucoup de personnes se soulever, en tout cas, mais moi je le fais, donc voilà, je suis là. Mais c'est quand même remarqué parce que tu as été en fait primé et honoré en fait pour ton travail de défense en fait des Roms. Oui, mais c'est un travail qui est bénévole. Je veux dire, je suis pas rémunérée pour ça. Et puis les avocats doivent aussi vivre, et je comprends aussi qu'ils ont d'autres choses à faire que d'aller défendre des causes. Je voulais demander à Nika ou Danila si eux-mêmes avaient reçu des amendes pour mendicité, et est-ce que qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces amendes? Ils les ont donnés, je crois. Oui. Hier, apparemment, sa maman au petit avait mendié, et le petit, quand il était rentré de l'école, était directement chez sa maman pour demander à manger parce qu'il avait faim. Et un policier avait vu la maman, il s'est arrêté et lui ont mis une amende de 2000 francs. Pourquoi? On ne sait pas. Je connais vraiment beaucoup de cas, je connais vraiment beaucoup de Roumains. Je suis roumaine, j'ai une famille roumaine. Oui. C'est très difficile pour nous. Moi aussi, je suis roumaine. Et je connais leur cas, c'est moi que je les comprends le mieux parce que je suis roumaine et ma mère aussi. En janvier, elle pourra faire de la prison, Inès le sait très bien parce qu'elle nous aide beaucoup, parce qu'on a pu faire un arrangement, mais c'est difficile pour payer parce qu'on n'a pas trop les moyens. Moi aussi, j'essaye d'aller chez des gens travailler, comme elle est juste ici. Elle essaie de m'aider pour dormir au sleeping le soir. C'est pareil pour eux, parce que je les comprends vraiment bien. Et ce qu'ils font, la police, ce qu'ils font les gens, même, il n'y a pas que des gens. Il y a des gens qui passent dans la rue, les voient mendicité, ils commencent à crier « Ouais, mais vous faites ça parce que vous aimez pas travailler. » On ne vole pas, ils ne veulent pas, on frappe pas, on fait rien du tout de mal. Merci. Je voulais demander à Dina, quand les gens viennent chez toi avec 1, 2, 3, 5 amendes, quel est le trajet en fait de ces amendes et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'elles sont finalement négociées et dans quel cas en fait ça se transforme en jour de prison? Alors, avec ce nouvel article de loi, c'est exactement la même chose qui se passe par rapport à l'ancien article, c'est-à-dire que les gens ils viennent chez moi, on fait opposition aux ordonnances pénales, ça part au service des contraventions, les services des contraventions analysent, pas vraiment en fait, ils font rien du tout, ils renvoient au tribunal de police et puis le tribunal de police va juger ces personnes. Pour l'instant, je n'ai pas obtenu gain de cause. Je suis actuellement au tribunal fédéral
en attaquant directement via un cas d'espèce, via des cas d'espèce, parce que j'ai bombardé le tribunal fédéral de cas. Je crois que pour l'instant, on en est à peu près une dizaine ou une quinzaine, mais on monte chaque semaine au tribunal fédéral jusqu'à ce qu'ils rendent une décision sur le fond de l'affaire, parce que j'invoque à nouveau le même article de loi, l'article 8 CEDH, la liberté personnelle, pour dire on ne peut pas amender des personnes, parce que les amendes sont convertibles en peine privative de liberté. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a tendu la main. C'est non. Et voilà, je suis retournée au tribunal fédéral et on va voir maintenant si on va me donner raison cette fois-ci ou pas. Sinon, de toute façon, je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme à nouveau. Il y a aussi un point qu'on ne connaît pas forcément bien, c'est en fait, peut-être on pourra voir un des slides où on voit des interdictions de périmètre. Et puis vous disiez, quand on a préparé en fait cette table ronde, qu'elles avaient tendance à se multiplier. Et en fait, il y a un effet d'accumulation, c'est-à-dire que les gens ils se font arrêter pour mendicité, amender. Ensuite, il y a une interdiction de périmètre. Ils passent dans le périmètre, ils se font prendre. Une espèce d'accumulation et de cercle vicieux qui fait qu'au bout, le risque, c'est la prison. Alors non, ils ne risquent pas la prison parce que ce n'est pas vraiment des interdictions de périmètre, c'est des mesures d'éloignement qu'on décerne, c'est des décisions administratives à des familles, comme j'ai pu m'occuper aussi d'Annika et d'Anila, qui avaient une interdiction, une mesure d'éloignement de Geisendorf, du parc Geisendorf, et puis l'enfant était tout simplement scolarisé dans ce périmètre, et puis j'ai fait valoir cela, et bien sûr ça a été levé, mais les décisions administratives sont effectivement décernées de manière complètement aléatoire, puisque ces mesures d'éloignement sont autorisées à être décernées par la police. En fait, il n'y a pas de contrôle de légalité derrière, donc on peut tout simplement rendre des décisions, des mesures d'éloignement sur des quartiers en fait de Genève. Et puis, on peut s'y opposer, mais voilà, c'est compliqué. Cela étant, la transgression de ces interdictions, c'est une amende. C'est pas, on peut pas, c'est pas de la prison, d'accord. Contrairement si aux interdictions de périmètre qui sont fondées sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, là, c'est complètement différent. Là, c'est des mesures d'éloignement décernées par la police elle-même, qui peut les décerner jusqu'à 1 mois, sans problème, sans contrôle de légalité. Merci. Je voulais passer maintenant au niveau du Grand Conseil. Et puis, donc vous êtes député, Sylvain Thévault, vous connaissez bien la situation des personnes roms à Genève. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Grand Conseil? Il y a cette nouvelle loi sur la mendicité qui a été votée en 2021. Et aujourd'hui, que disent les députés en fait au sujet de la présence des Roms à Genève? Merci pour la question, merci pour les apports et à vous d'être ici ce soir. En début de séance, il y a 3 députés qui ont été cités. Madame Messner, qui avait tenu ses propos sur les Roms extrêmement graves. Madame Messner, elle est centriste, elle est à la Commission des droits humains du Grand Conseil. Ça vous montre un peu à quel extrême le Parlement est situé aujourd'hui. Donc une centriste humaniste, elle tient ses propos discriminants. Ça illustre le glissement à droite qui est général, mais qui a été marqué au printemps 2023 à Genève avec un Parlement qui s'est encore plus polarisé, je dirais, avec la perte d'une force de la gauche radicale. Et puis, ça illustre également le poids de la stigmatisation des préjugés sur une communauté particulière. Et ça, il faut le rappeler. Aujourd'hui, les députés, ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus parce que la majorité actuelle, elle a voté cette loi qui produit les effets que vous avez discutés, qu'on discute. Donc, en gros, c'est la police qui gère maintenant, c'est plus le politique. Le politique, il a tranché sous pression d'habitants, de commerçants,
de maraîchers, de gens qui disaient en gros, moi j'en ai marre, je me fais harceler, j'en ai marre, en bas de chez moi il y a des gens qui mendient, c'est pas bon pour mon commerce. Et les députés de droite, la majorité actuelle, ils ont répondu à ça. Ils l'ont répondu de la manière la plus bête et méchante en disant on interdit, et puis après ça ne nous regarde plus. Et aujourd'hui c'est le désintérêt, c'est-à-dire les conséquences, la prison, le coût social, le coût des forces de police, les violations des droits humains, ils ne s'en soucient pas. Donc là, s'il n'y a pas des citoyens, des forces associatives ou des juristes ou des politiques qui font remonter ce sujet, et merci à l'université d'organiser ce soir ce débat, il est important, eh bien, ce sujet, il n'existe plus. Et même dans les milieux progressistes, on craint à le rappeler, parce que quand vous le rappelez, le risque, c'est de réveiller la bête, et finalement, les affiches du GHI, et d'en remettre une couche sur la discrimination et les préjugés. Donc aujourd'hui, ce sujet, il existe par des pétitions d'habitants qui principalement disent « chasser ces gens, on ne les veut pas en bas de chez nous », ils créent des problèmes, ils parlent la nuit, avec des rumeurs de traite, des rumeurs les plus sales et les plus stigmatisantes, qui en général sont infirmées par la police eux-mêmes. Mais cette force des pétitions suffit à mettre en branle une machine répressive qui déplace les personnes, qui les chasse d'un lieu à l'autre. Et c'est intéressant de voir la carte que vous avez montée sur les interdictions de périmètre ou mesures d'éloignement. Elles sont toutes autour du même lieu. On peut se poser la question, pourquoi passer un quartier populaire sur la rive droite? Mais c'est aussi parce que les gens vont pas très loin. Ils vont passer du point 1 au point 2, se fixer. La police va venir dire non, 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 vous ne pouvez pas rester là. Et ainsi s'enclenche une espèce de guerre d'usure. Le calcul, il est de nettoyer les rues, moi je ne peux pas le dire autrement, de toute gêne sociale. Et les forces de police travaillent à ça. Un problème qu'on n'arrive pas à envisager sur un terme de solution, créer davantage d'abris pérennes, accueillir d'une manière plus digne. Il y a 2 points d'eau à peu près pour le canton, on peut se doucher, se laver, c'est insuffisant. Mais finalement, de faire remonter toutes ces problématiques, n'ayant pas de vision, de se dire dans les 5 prochaines années, comment, n'ayant pas de consensus politique, comment on va accueillir ces personnes, elles sont chassées, déplacées, mises en prison ou suffisamment harcelées pour qu'elles repartent chez elles. Il y a une pétition en fait qui avait été signée à Geisendorf, où ont vécu justement, ont passé du temps en fait Danila et Annika, donc 29 personnes, et en fait les termes qui étaient mentionnés c'était bruit, saleté, sentiment d'insécurité, c'était reçu en juillet 2024, et aussi dans la pétition, et tu l'avais cité Sylvain, il y avait aussi restaurer l'ordre d'abord, mais aussi loger ces personnes. Donc est-ce qu'entre les plaintes de voisinage, en fait, elles sont aussi la conséquence du fait que les gens n'ont pas accès à un logement, même un logement relais ou un logement d'urgence ou un logement provisoire? C'est comme ça que tu vois les choses, Sylvain? Oui, c'est clair. Ça a été rappelé aussi sur les abris en souterrain, sur des lieux pas très dignes. En général, c'est des abris, c'est des choses qui ont été ouvertes de manière temporaire dans l'urgence. Il y a eu un progrès social, c'est la loi sur l'accueil pour les personnes, l'accueil pour les personnes sans abri, votée de mémoire en 2022, dont il a fallu attendre à peu près une année le financement, 19 millions d'une manière intercommunale. Et puis aujourd'hui, il y a une base légale qui oblige finalement, à travers cette loi, les communes à accueillir les personnes à la rue. Je pense qu'un jour, il faudra faire un recours aussi sur ce manque, et je me tourne vers Dina, sur le fait que finalement une personne pourrait invoquer cette loi en disant mais il y a une loi qui me garantit finalement que mes besoins de base et mon hébergement est garanti, a été voté. Ça a été un mouvement un peu du canton pour dire c'est pas nous, c'est les communes. Puis après, les communes se sont organisées, on finit par fixer ce financement à 19 millions. Depuis, il n'a pas bougé, et c'est 500 places. Il y avait le professeur Bonvin de l'université qui avait évalué, il y a de ça quelques années, à 700 personnes, plus ou moins sans abri, à Genève. Donc il y a de toute façon un solde de 200 places qui manque. Et on peut imaginer que c'est beaucoup plus que 700 personnes qui sont sans abri à Genève. Donc oui, l'hébergement, il est fondamental. Et là encore, c'est un enjeu politique. Quand vous dites aux communes, vous avez mis 19 millions, pourquoi pas 20, pourquoi pas 25 ? Ils vont vous répondre, mais attendez, nous, les budgets, ils sont difficiles. Et puis là, on va voter le 24 novembre sur une baisse d'impôt de 400 millions. Les prévisions fiscales ne sont pas bonnes. Et moi, si je dois choisir entre une place de crèche ou une place en abri pour des personnes venant d'ailleurs et qui peut-être y retourneront, notre choix, il est vite fait. Donc l'enjeu, il est politique. Il est quels sont les lobbies, quelles sont les personnes qui écrivent de temps en temps à leurs autorités pour dire « je vois une famille en bas de chez moi ».
n'envoyez pas la police, mais envoyez des travailleurs sociaux, envoyez quelqu'un qui va pouvoir créer des abris pour ces personnes. Et malheureusement, on entend beaucoup ceux qui râlent, ceux qui stigmatisent, et un peu moins les personnes qui cherchent des solutions et pourraient débloquer des moyens supplémentaires. Donc oui, l'hébergement est crucial, et là, il y a un bon travail de lobby à faire pour augmenter ce financement participatif et créer des lieux. Avec un problème à Genève d'espace, où on crée ces lieux et comment. L'exemple qui pourrait être inverse, c'est pas l'Expo. Vous vous souvenez, on ne disait jamais « Ouh là là, pas de migrants, la barque est pleine », c'est toujours un peu cette impression. Et puis il y a la crise ukrainienne, puis la Suisse accueille plus de 66 000 permis S, donc ukrainiens qui arrivent, et on n'ouvre pas l'Expo qui accueille 800 personnes, jauge maximale. Pourquoi le fait-on pour des permis S et des réfugiés? Pourquoi ne le fait-on pas pour des personnes qui fuient parfois aussi des systèmes répressifs, ou en tout cas la précarité sociale? Là, il y a un vrai débat de société. Politiquement, il est difficile à mener du fait de ces forces, je dirais, de stigmatisation, et qui ont fait du Rhum et de certaines autres catégories de la population, malheureusement, des boucs émissaires sur lesquels il est bon taper. Alors, pour le public, vous verrez en sortant, parce que Carla da Silva, dans le travail qu'elle a fait, qu'elle expose à l'usine Kugler, elle a fait des facsimilés en fait, d'amandes en caviardant les noms. Et puis, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, j'en ai lu cet après-midi, c'est de voir la prose. Je ne veux pas me moquer des policiers, mais voilà, comment les gens ils perçoivent et qu'est-ce qu'ils écrivent. Et ça montre aussi comment ils perçoivent en fait, les gens qui sont en face d'eux. Donc, alors, il y a des choses très prosaïques, par exemple, amandier à proximité de la COP, voilà, c'est un agent de police municipale, où nous avons, je cite, nous avons constaté que cette femme tendait la main, voilà, ou à Mérin, un Rome qui joue de l'accordéon, nos ouïes ont décelé un Rome qui jouait de l'accordéon, mais apparemment, il ne jouait pas vraiment bien de l'accordéon, donc, en fait, c'est considéré comme la mendicité. Bon, il a probablement pas le papier qui autorise son activité, donc voilà, il faut choisir. Une musicienne ambulante devant la poste du Mont-Blanc. Parfois, c'est un excès de bruit autour de la mendicité. Parfois, on lit souillure du domaine public, peut-être quelqu'un qui a uriné dans la rue, 280 francs. Ou, à un moment donné, des policiers questionnent une femme qui est en train de mendier. Et en fait, la femme monte son harmonica pour dire en fait qu'elle joue. Mais en fait, et elle montre une autorisation en fait de jeu dans la rue, mais les policiers disent mais en fait on l'a observé depuis un moment, elle n'avait pas joué, donc en fait elle est en train de mendier. Donc voilà, c'est un peu le diable se cache un peu dans les détails. Et la dernière que j'avais notée, c'est cette personne, une femme en fait, a mendié aux eaux vives près du centre culturel musulman, c'est-à-dire en fait à côté d'une mosquée. Et donc en fait, en général, les musulmans pensent que tendre la main et donner l'aumône, ça fait partie dans les 5 piliers de l'islam, et j'avais trouvé piquant que voilà, on donne une amende à quelqu'un qui mendie près d'un centre culturel, parce que ça fait aussi partie de ces pôles où on ne peut pas mendier. Et j'ai vu aussi que pour les arrêts de bus, il y avait aussi un périmètre, sauf erreur, de 50 mètres autour de l'arrêt de bus. On ne pouvait pas. Donc en fait, cette loi, ça apparaît qu'une espèce d'arrangement comme ça, mais finalement qui ne change pas grand-chose par rapport à la loi précédente, et on peut imaginer qu'elle va subir le même sort, en fait. Exactement, c'est exactement le même sort. Et j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au manque de moyens financiers. Cela étant, ils n'hésitent pas, parce que moi j'ai fait le calcul sur cette dame que j'essaye de faire libérer à 140 000 francs d'amende, qui est complètement indécent comme chiffre à entendre. Cette personne va devoir purger une peine jusqu'en avril 2026, ce qui représente à peu près 815 000 francs, 700 francs par jour de détention. Donc c'est 815 000 francs qui vont être dépensés pour réprimer cette dame, pour rien du tout. Autant les mettre dans les structures et sortir ces personnes de la misère plutôt que de dépenser pour les réprimer encore plus, parce qu'elle va sortir, cette dame, elle va être complètement à terre, et c'est tellement dommage. Peut-être juste un mot là-dessus sur les chiffres. J'ai rappelé le rapport du professeur Bonvin qui date maintenant.
Il y a une non-volonté aussi, il faut le nommer comme ça, de chiffrer. Il y avait une médecin genevoise qui proposait de faire une nuit au temps T, c'est la doctoresse Stephen Robert, hein, de dire on fait une étude au temps T et puis on arrive à chiffrer combien il y a de sans-abri et on le fait 4 fois dans l'année d'une manière plus précise. Il y a une non-volonté de financer ce genre de recherche. Quand on demande aux autorités mais combien de personnes sont mises en détention pour des conversions d'amendes pour mendicité, on nous dit ben, ça on ne peut pas le savoir. Finalement, elles sont condamnées pour infraction à la loi sur les étrangers, pour avoir uriné contre un mur. C'est très compliqué, on ne sait pas. Donc, même comme élu, finalement, il y a une espèce d'opacité générale qui laisse entendre que cela n'existe pas ou n'est pas si grave et par un espèce de tour de prestidigitation va disparaître de lui-même. Et là, quand même, en Suisse, vous savez, le nombre de têtes de vaches laineuses ou de moutons de telle ou telle couleur qu'il y a une absence et une volonté de pouvoir un peu documenter ce qui se passe. Et sur le coût de la détention, c'est évident. Il y a un coût humain, il y a un coût financier. Et c'est complètement absurde, mais c'est dans une logique bête et méchante de c'est pas le canton, c'est les communes, les policiers ils font ce qu'on leur dit, et un manque finalement de surveillance citoyenne de comment, sur le terrain, ces personnes sont amendées et poursuivies. Merci. Je voulais aussi te demander, Inès, en fait, est-ce que, à ton sens, en fait, le côté répressif, quel est le lien ou la dynamique entre la répression en fait de la mendicité et puis les réflexes, le regard raciste en fait que les gens peuvent être amenés à porter en fait sur les Roms? Je vais juste vous raconter une histoire. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même. On se promenait une fois avec une fille de 5 ans en vallée à la montagne. Donc, elle court, elle était super contente. Tout d'un coup, bien sûr, 1 heure après, elle me dit « Inès, ici, il n'y a pas de police ?» Donc, un enfant de 7 ans parle de la police pendant 3-4 fois. Une fille qui découvre la montagne, les arbres, te demande s'il n'y a pas de police. Je veux dire, la répression, elle est telle que c'est... qu'ils vivent avec la peur au ventre. Vous parlez beaucoup de coûts. Moi, je demande quel est le coût de la santé de toutes ces personnes-là qui sont, par ce froid d'aujourd'hui, mais dans 1 mois, ils seront aussi dehors. Quel est le coût de la santé? Et du coup, on a la sensation, si on ne s'intéresse pas à eux, ils sont récriminés. Tout le temps, on voit les policiers qui sont là. Moi, j'étais plein de fois avec des personnes roms. Ils demandent des cartes d'identité à tout le monde, sauf à moi. Je demande pourquoi. Madame, vous ne me mêlez pas, madame. Donc, il y a cette idée qu'ils sont fautifs juste parce qu'ils sont là. Donc, et c'est incroyable. Une fois, j'étais là avec eux. Il passe une personne que je connais, un ami, il me regarde comme si j'avais volé ou je ne sais pas, j'étais en train de tuer quelqu'un. Honteux de me connaître, il n'a même pas osé me saluer parce que j'étais avec la police. Donc ce regard-là, il est permanent. L'autre jour, on allait au service de contravention avec une famille et une voiture de police fait un demi-tour, fait marche arrière pour venir nous contrôler. Et la famille disait, je t'avais dit, Inès, je t'avais dit qu'ils allaient venir. Et je disais, non, mais quand même, c'est incroyable de connaître avec des personnes roms dans la rue, il y a des policiers, on va avoir quelque chose qui va se passer. Donc, dans la tête de tout le monde, ils doivent être coupables. Parce que sinon, donc, eux, ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de me voler, les policiers. Alors, il disait, non, mais madame, et je veux dire, j'étais en train de rigoler quand je marchais. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on est en train de déstigmatiser une population et je me demande jusqu'à où on va y aller. Merci. Est-ce que Annika et Danila peuvent nous dire, en fait, quels sont leurs rapports avec la police et comment est-ce qu'elles... perçoivent la police, comment ça se passe avec eux? Comment ça se passe avec la police? E normal că când vine și ne deranjează și nu ne lasă nici să facem de mâncare.
îl scol pe ăla noapte, îl iau în braț, îl pun în cărucior să-l duc. Până îmi vine criză. Mi se face rău când văd mila la copilul. Eux, en même temps, ils ont peur, mais ça les énerve aussi parce que ce qu'il m'a raconté, c'est qu'une fois, ils étaient venus le soir et eux, ils n'avaient même pas le temps de ramasser tout parce qu'eux, ils les avaient vus de loin. Ils ont essayé de prendre leur couverture, leur matelas, le petit. Ils voulaient partir, mais la police est venue. Ça les énerve, ils ont peur en même temps. Moi aussi, il y a une semaine, je dors derrière la gare à Cornavin. Inès le sait très bien. Et aussi, je tiens à lui remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce que c'est une personne vraiment très formidable. Et merci beaucoup, Inès. Il vous remercie tous. En fait, il y a une semaine, la police municipale était passée par le parc. Et comme nous, on cache nos sacs avec le matelas, tout ça, il y avait 2 arbres, vous voyez, on les cachait là-bas. Ils avaient pris les sacs, comme on est beaucoup trop mal là-bas, parce que nous, on dort tous ensemble. Vous voyez, comme ça, on n'a rien à craindre, comme ça, on est plusieurs. Ils ont tout jeté à la poubelle. Et le deuxième jour, ils ont coupé les arbres pour qu'on puisse mettre nos matelas. C'est vraiment, j'ai pas les mots. Et je sais pas pourquoi ils sont si racistes, même quand ils nous voient, ils commencent à crier « Ouais, mais vous voulez pas aller au travail ?» J'ai que 16 ans, croyez-moi. J'ai 16 ans. Et j'y vais toquer aux portes des gens s'ils veulent me prendre pour travailler. J'appelle Inès presque toutes les semaines. « Inès, t'aurais pas du travail pour moi, s'il te plaît ?» y a madame là-bas. Là, c'est la 3e fois que j'y vais chez elle. Aujourd'hui, j'ai été travailler, faire à manger. Et croyez-moi, moi, j'aime pas faire la manche. Parce que moi, si je le fais, la police me voit. Moi, j'aurais beaucoup de problèmes parce qu'en même temps, je suis mineure. Et je veux pas avoir de problème. J'essaie de trouver du travail, mais c'est très difficile pour moi. Voilà. Et il vous remercie à tous parce que vous avez fait tout ça pour eux, pour tous. Est-ce que justement, Carla, je voulais te demander, parce qu'en fait, ton histoire avec Danila et Annika, elle commence en fait parce que les choses se passent sous tes fenêtres. Les gens sont installés vers la couverture des voies de Saint-Jean, des voies ferroviaires, et puis les Roms ont trouvé en fait un abri sous une espèce d'avant-toit, et les gens s'installent. Mais en fait, ce que tu vois, c'est le manège permanent en fait de la police et de la voirie qui vient à mouvement régulier, je ne sais pas à quelle régularité, prendre les affaires, les détruire, et les gens vont rechercher en fait leur matelas, et c'est une espèce de cycle comme ça, mais qui ne s'arrête pas. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment toi tu as découvert ça, et est-ce que tu étais en contact avec des policiers ou des gens de la voirie? Donc, ouais, moi j'ai découvert ça en me faisant réveiller le matin par la voirie qui débarquait avec des gros camions. Et vraiment juste en bas de ma fenêtre, et qui prenaient tout ce qui leur passait sous les mains et qui les balançaient dans le camion, souvent accompagnés de la police ou des municipaux. Et évidemment, je trouvais ça très violent. Et puis parfois, les familles qui revenaient en disant « mais laissez nos affaires, on s'en va ». Et puis c'était trop tard, et puis ils ne voulaient rien entendre. J'ai effectivement aussi parfois essayé de discuter avec eux, mais le discours était toujours le même. On applique ce qu'on nous demande de faire. Et c'est notre boulot, et on n'est pas là pour réfléchir, m'a-t-on dit même une fois. Donc oui, c'était toujours d'une très grande violence. Et puis, en même temps, moi, ce qui m'a aussi quelque part fascinée, c'est après la manière dont les personnes... Parce qu'il y a des moments quand même à Saint-Jean où il y avait 20-25 personnes, avec beaucoup d'enfants aussi. Et donc le matin, à 6h du matin, la voirie débarquait et débarrassait tout. Et puis dès que la nuit commençait à tomber, on les voyait revenir avec d'anciens matelas jetés par d'autres personnes, mais à nouveau qui reconstituaient à nouveau leur campement, en trouvant très rapidement en fait plein d'affaires dans la rue. Ce qui m'étonnait aussi, de me rendre compte à quel point on jette plein de choses. Et très vite, chaque jour, en fait, parce qu'au début, ils venaient de temps en temps, et puis à la fin, juste avant qu'ils doivent complètement quitter les lieux, c'était à peu près tous les 2 jours.
Donc tous les 2 jours, on les voyait revenir aussi à la fin de la journée avec de nouvelles affaires pour pouvoir se réinstaller là. Et finalement, il y a à peu près une année, la ville de Genève a installé des jeux pour enfants en béton, histoire qu'on ne puisse pas les déplacer et que les familles doivent définitivement quitter les lieux. Je trouve, quand tu m'as raconté cette histoire des jeux en béton, je trouvais que c'était de l'humour nazi, en fait, parce que je pensais à des histoires que j'ai entendues dans la Deuxième Guerre mondiale, que je trouvais atroces, cette espèce d'humour, et je trouve que c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est particulièrement choquant, parce qu'on utilise, en fait, le véhicule de l'enfant, en fait, enfin, je trouve cette association assez horrible, mais voilà, c'est juste une note très personnelle. Peut-être qu'on va peut-être pouvoir faire passer le micro s'il y a des gens toutefois qui ont envie de poser des questions. Monsieur, est-ce que Carla, tu peux peut-être lui amener ou donner le micro à monsieur, hein. Merci, bonsoir. Écoutez, là j'ai 2-3 questions qui s'adressent à plusieurs personnes qui sont autour de cette table. D'abord, la première, c'est est-ce que la loi pénale des zones interdites de mendicité, donc a été instaurée par le canton de Genève, peut être considérée comme valide en regard de la Charte des droits humains? Si oui, quels moyens existe-t-il pour qu'elle soit contestée? En sachant que dans la population, il y a des personnes qui acceptent la mendicité, d'autres qui la condamnent. Quelle marge de manœuvre le politique a pour faire avancer une situation délictueuse qui crée un ostracisme, une négation d'une population? Comment le relais sur ces questions discriminatoires envers une population est pris par les nouvelles générations? Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est comment le relais est pris par rapport à ceux qui viennent après nous, après les jeunes députés. Et puis accessoirement, donc pour la personne qui représente les églises, est-ce que les paroisses pourraient être des relais d'hébergement provisoires pour les gens du voyage? Alors, peut-être Dina, sur le premier point, les droits humains. Je dis non. Évidemment que l'article de loi ne respecte pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, raison pour laquelle j'attaque maintenant... Qui dit l'article, qui dit quoi, cet article 8? Qui interdit la mendicité, tout simplement. Et la mendicité est punissable d'une amende. L'amende est convertie en peine privative de liberté, et celle-là aussi, la conversion en viole l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce que j'invoque à l'heure actuelle, et je suis en train de remonter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour à nouveau casser ce nouvel article de loi. Sur l'action politique? Sur l'action politique, quand la loi a été votée, il n'y a pas eu de référendum de mémoire. Donc personne ne s'est opposé à la loi. Vous avez un délai de 40 jours pour réunir les signatures nécessaires. Et juridiquement, oui, de manière juridique, mais de manière légale par un référendum, il n'y a pas eu de parti politique qui s'en est saisi. Puis aujourd'hui, avec la majorité que j'ai rappelée, il faudrait déposer une loi qui abroge la mendicité. C'est techniquement possible. C'est illusoire d'imaginer réunir une majorité politique. Puis l'autre piste, ce serait une initiative populaire à vos crayons. C'est environ 8000 signatures à recueillir en disant on veut abolir cette loi. Vu le rapport de force, vu la charge de la stigmatisation, personne ne se lance là-dedans et on peut imaginer que l'issue devant le peuple serait incertaine aujourd'hui, pour dire le moins. Il y avait une question, Inès, sur les jeunes générations, en fait, les futures générations. Vas-y. Okay. Les générations, elles se rajeunissent pas vraiment au Grand Conseil, c'est un peu fluctuant. Et puis il y a des jeunes d'extrême droite, donc moi je fais pas d'agisme. J'ai parfois plus d'espoir dans les personnes qui ont un certain vécu et une histoire politique que certains jeunes qui s'en moquent. Donc non, je ne veux pas être trop sombre, on ne va pas se déprimer ce soir, mais au niveau politique, dans les rapports de force actuels,
peu d'espoir. Après, c'est dans des partis progressistes. Il y a les municipales en mars et en avril. Soyez attentifs, demandez que ce point-là soit mis à l'ordre du jour des programmes. Demandons plus de budget pour l'accueil. Demandons une meilleure suivi des polices municipales, comment elles agissent, comment elles respectent le droit. Parce que quand ils débarrassent tout, on sait que c'est illégal. Ils ne peuvent pas jeter les affaires personnelles. Donc, même un fonctionnaire qui dit ben, « moi, je fais ce qu'on me dit », mais si on te dit de faire quelque chose qui est illégal, bah, ta conscience professionnelle, voire le règlement ou tes statuts, t'oblige à quand même le contester. Donc voilà, toute cette machinerie de suivi, elle doit être mise en œuvre et renforcée. Mais il n'y a pas aujourd'hui de lueur d'espoir dans un rajeunissement du Grand Conseil ou des parlements municipaux pour l'instant. Inès. Comme vous savez, peut-être, il y a eu des sleep-in dans les paroisses. Et l'AIM, qui est l'association qui gère le sleep-in ou dans les abris PC, il est débordé. Et comme ils savent que moi, je demande tout le temps qu'au moins les enfants scolarisés puissent rester toute l'année scolaire. Et ils me disent, bon Inès, mais qu'est-ce que tu fais toi? C'est ce qu'on me demande. Donc on a une réunion où il y avait un président d'une région de paroisse pour voir s'il était d'accord. Il était d'accord si la ville de Genève était partie prenante avec l'AIM et la ville de Genève. Et je viens de savoir, il y a 1h30, que la ville a dit non à cette ouverture de sleep-in pour le temps au moins de l'hiver ou pour que les enfants puissent finir la scolarité. Donc là, si on aurait fait la table ronde hier, j'aurais dit que peut-être il y aurait des paroisses qui ouvriraient, mais aujourd'hui, je peux vous dire que la ville s'est opposée à ce projet. Est-ce que les forces de l'ordre pourraient être accusées de dérive faciès? Cara, tu veux répondre? Alors, tout à fait. Je l'évoque sans cesse. Évidemment, mais c'est très difficile après de le prouver. Dire, mais pourquoi ils l'ont contre Léa? Parce qu'ils mendiaient. Ouais. On s'adressera à vous. Attendez, mélangez pas les micros peut-être, parce que ça pas. Il y a un 4e micro qui se balade là ou non? Oui, il est là. Ouais. On va pas, parce qu'après le staff là-haut va plus comprendre à comment gérer les micros. J'ai perdu le fil. Il y avait délit de faciès, Dina. Mais évidemment qu'on pourrait, mais on porte pas plainte comme cela. Il y a toujours une dénonciation calomnieuse qui arrive droit derrière la plainte. Donc il faut avoir des preuves solides derrière. Et je conseille à mes clients de ne pas déposer des plaintes pénales pour délit de faciès tant qu'on n'a pas une preuve. S'il y a une preuve, si on a un rapport de police qui dit « moi j'ai arrêté ce monsieur parce qu'il a un air indien, puis il a l'air d'être homme », là oui, je dépose plainte pénale directe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le public? Madame, est-ce qu'on peut lui faire passer le micro? Il est où ce micro? Il est là. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question qui s'adresserait plutôt à Monsieur Thévaux, qui rejoindrait celle de Monsieur précédemment, concernant les processus démocratiques, parce que, comme vous le savez, pour la majorité d'entre nous tous ce soir, on est un pays qui vote infiniment plus que tous les autres pays. On est emblématique de la démocratie directe et on a bientôt là une votation qui va passer sur l'agrandissement des autoroutes. Et en fait, je fais partie d'un collectif qui essaye d'augmenter le taux de vote chez les jeunes, et on fait donc des débats qui parlent des enjeux des votations qui passent au niveau fédéral. Quand on voit qu'un budget de 4,9 milliards va potentiellement être attribué à une cause qui est légèrement moins importante, je trouve, que le respect des droits de l'homme, dont la Suisse est également emblématique, soi-disant.
comment est-ce que vous pensez, en tant que politicien, en tant que député, comment est-ce que vous pensez que la société civile peut se mobiliser pour concrètement trouver un arrangement qui pourrait aider les personnes dans le besoin, aider les personnes en situation de détresse, qui est aussi réglementée par la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'on pourrait trouver potentiellement une allocation du budget fédéral pour trouver un arrangement pour tout le monde. Les personnes qui déposent plainte auprès de la police pour des gens qui mendient en bas de chez eux, des gens qui vivent en bas de chez eux dans la rue, etc. Je trouve que ce serait également dans leur intérêt donc de trouver des logements stables pour ces personnes, vu qu'ils ne veulent pas d'eux dans la place publique, malgré la volonté des gens. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu espoir pour la société civile de se mobiliser et de faire une pétition, de trouver un moyen d'amener ce problème en face de tout le monde, quoi? Merci pour votre question. Oui, c'est pas une question d'argent finalement, parce qu'on a vu le budget du canton, c'est plus de 13 milliards 2. Le budget en ville de Genève, c'est 1,3 milliard. Vous voyez, on a parlé, le dispositif d'accueil pour le sans-abri, c'est 19 millions pour 500 places. Les comptes de l'année 2023, c'est 134 millions de plus, 1,3 milliard, pardon, de bénéfices par rapport au budget prévisionnel. Donc l'enjeu, il est vraiment politique, il est le lobby du bien, on va l'appeler comme ça, le lobby des gens qui sont plus proches, qui peuvent témoigner, et la force de conviction face à un front politique au niveau cantonal qui est borné et on ne peut pas en attendre grand-chose. En ville et dans différentes communes, cela devrait être différent. Il y a une double majorité de gauche encore en ville de Genève, avec quand même des marges budgétaires. Pourquoi elles ne sont pas davantage allouées? C'est un peu ce que je vous ai dit avant. Est-ce qu'on veut une place de crèche ou est-ce qu'on veut une place de sans-abri? Puis là, ça va se jouer sur qui crie le plus fort, qui mobilise le plus, qui arrive à s'appuyer sur la force de la population. Les aînés, les budgets sont facilement votés. Les crèches, les budgets sont plus facilement votés. Les personnes sans abri, sans statut légal, qui dorment dans la rue et créent des troubles pour des citoyens qui écrivent des pétitions, c'est politiquement plus risqué, c'est électoralement moins porteur, et tristement, les majorités, elles se construisent là-dessus. Donc oui, il faut mobiliser au maximum, et puis faire comme le Cause qui l'avait fait, planter des tentes sur la plaine de Plainpalais en disant pourquoi on fait rien, comme fait Inès, comme fait Dina, comme font des militants, mais avec une force plus large. Donc volontiers, s'il y a un groupe de jeunes ou une entité quelconque, le Parlement des jeunes, qui peut se joindre au combat, je pense que c'est très important. Et ça fera la différence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient encore intervenir, ou poser une question, ou bien simplement exprimer une idée, une position? Il y a un point, en fait, que... Non, pas du tout. Le tribunal fédéral s'est penché sur cette question et puis a dit que non, c'est pas censé être une profession, heureusement, hein, parce que généralement on mendie quand on en a besoin et parce qu'on n'a pas de profession et donc c'est pas une profession, non. Une remarque, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être demander le bilan de la loi sur la mendicité. Quels sont ses résultats? Parce que quand elle a été votée, on avait dit le risque, c'est de pousser dans la précarité davantage de personnes. On ne peut plus mendier, on est sanctionné quand on mendie, donc on va peut-être se tourner vers la prostitution, vers le vol, vers d'autres moyens de survie encore plus délicats pour survivre. Est-ce que c'est avéré ou non? Le bilan des forces policières, de la stigmatisation. Il faudrait demander cette espèce de rapport sur l'efficacité de cette loi, mais il faudrait croire que le rapport serait honnête. Et là aussi, il y a un enjeu démocratique. On n'est pas sûr que ceux qui nous diraient les conséquences de cette loi le feraient d'une manière sincère et fidèle. J'avais une question qui me venait en tête pour Danila et Annika. En fait, finalement, vous vous retrouvez en fait ce soir sur une scène
pour parler en fait de votre situation. En fait, c'est une situation assez nouvelle ou étrange. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce moment en fait? Pardon? Ah, oui, c'est juste, tout à fait. Mais elle traduit, elle est en train de traduire pour eux. Merci. C'est nouveau pour eux, pour moi aussi. Et ils voudront remercier à tout le monde parce que vous faites vraiment grand-chose pour eux, parce que personne n'a fait ça pour eux jusqu'à maintenant. Et vous les avez écoutés, ils ont dit leurs problèmes et là, vous essayez de les aider et ça les touche vraiment. Parce que jusqu'à maintenant, personne n'a pu faire ça pour eux. Et si c'est possible de, je sais pas, les aider pour avoir une maison, d'avoir des conditions comme tout le monde. Hier soir, comme il pleuvait, ils étaient tout mouillés, ils ont essayé de se protéger avec des sacs de poubelle. Le petit, il s'est réveillé tout fatigué, il est allé comme ça à l'école, le pauvre. Et ce qu'ils veulent, c'est une maison et des conditions comme tout le monde. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des gens qui ont envie de réagir dans le public, madame? Attendez, on va vous amener un micro peut-être. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 500 places d'urgence, donc 500 personnes. Dans ces 500 personnes, j'imagine qu'il y a de nombreuses personnes qui ont des droits. Est-ce qu'il y a des plans de formation ou d'intégration qui sont mis en place justement pour libérer ces places d'urgence et que les personnes qui sont actuellement sans ces places puissent les intégrer ces structures? C'est pas à peu près 500 places, c'est 500 places, pas une de plus, en général pas une de moins. Mais peut-être Yann, tu pourras compléter. Yann de Caritas parce qu'il est plus expert sur le sujet, mais il y a différents lieux d'accueil qui répondent à différentes populations, donc des lieux pour des familles, des lieux pour des personnes où il faut avoir un statut de séjour. Et puis on a même l'hospice général qui parfois loge dans des lieux comme ceux-ci des personnes dont ils ont la charge. Et il y a des personnes qui sont accueillies, qui ont des droits, que l'hospice rechigne finalement à prendre. Donc si vous voulez, oui, le fait de sortir des personnes, de leur permettre d'accéder à des logements relais ou autres, il est fondamental, mais il est faiblement mis en œuvre du fait du manque de moyens aussi sur la sortie de chaîne. Si on est inférieur en termes d'accueil pour les personnes qui n'ont pas de sans-abri, vous pouvez imaginer que le pas suivant, il n'est pas plus facile à faire, il demande aussi des moyens et de l'accompagnement. Donc c'est un autre enjeu, c'est comment on va plus loin. Et puis la ville, quand elle a pu, grâce à la LAPSA, finalement accéder à 19 millions, parce que c'est différentes communes qui payent, elle a aussi un petit peu restreint finalement son dispositif dans l'universalité. Donc elle a posé des conditions un peu plus strictes, faisant qu'un homme seul aujourd'hui à la rue, c'est aussi difficile pour lui d'accéder à un dispositif de base. Donc vous voyez que le système est particulièrement tricky, serré, insuffisant. Est-ce que Inès, tu voulais compléter? Oui, il y a beaucoup de... Les hébergements d'urgence, c'est pour héberger. Il n'y a pas une volonté d'intégrer ou de scolariser. Même certains endroits où les familles sont accueillies,
Et toute la partie scolarisation, ça se fait par d'autres associations, ou toute la partie, par exemple, accès au droit, savoir, par exemple, que si tu as une amende, tu peux faire opposition, qu'est-ce que tu fais avec ces amendes. Tout ça, c'est en dehors de ces hébergements d'urgence. Et que ce soit pour les familles, que ce soit pour les hommes seuls, il n'y a pas cette idée de que on va profiter qu'ils sont dans l'hébergement pour leur rappeler leurs droits, pour rappeler les possibilités qu'ils ont de travailler. Et tout ça, c'est fait à part par Caritas, CSP et la Pastorale et plein d'autres associations qu'on œuvre pour soutenir ces hébergements d'urgence, que c'est comme c'est le nom, hébergement d'urgence. Il n'y a pas de volonté de scolariser. Et je continue à ça, je veux dire, il y a beaucoup d'enfants qui dorment à la rue, qui dorment dans la rue actuellement, qui sont scolarisés. Ce n'est pas le seul, Madeleine, il est ici, mais il y a des dizaines d'enfants qui sont actuellement scolarisés et qui dorment dans les parcs, et il y a des dizaines d'enfants qui vont être bientôt dans la rue, qui vont se retrouver à la rue et qui ont commencé en août l'école dans un hébergement d'urgence. Donc, c'est ça la situation. Et la scolarisation des enfants n'est pas tenue en compte. Et pour des critères de rester un mois de plus ou 2 mois, ou de dire, OK, on va miser sur ces enfants-là, et on va dire, ils vont bien à l'école, ils vont tous les jours à l'école, on va les laisser au chaud. Il n'y a aucun critère à ce niveau-là. On est sur un accueil humanitaire de base. Il est énoncé comme tel par la magistrate en charge de la cohésion sociale qui dit on fait un accueil humanitaire. Il n'y a pas cette volonté d'intégration où elle est existante pour les gens qui ont un statut et qui peuvent le revendiquer. Sachant qu'on vient de loin. Avant la LAPSA, cette loi, il y avait une politique qui était dite du thermomètre. Donc l'accueil commençait en novembre, s'arrêtait au mois de mai. Puis là, les gens étaient mis dehors, les abris étaient vidés. Donc si on met une perspective, on peut aussi voir quand même les quelques progrès qui ont été faits, insuffisants. Mais il y a une loi, il y a un financement intercommunal et il y a 500 places pérennes à l'année. C'est un pas qui a été fait. Maintenant, il est affreusement lent par rapport aux besoins, l'augmentation de la précarité. Et il faudrait évidemment faire ce travail de lobby qu'on a rappelé avant pour aller plus vite sur les mesures suivantes. Donc, oui, madame ? Merci. Il y a quand même 19 millions qui sont dépensés pour 500 places. Ça fait 38 000 francs par personne par année, ce qui est un montant qui est assez énorme. Donc j'imagine que dans ces structures, il y a quand même un accompagnement qui est fait, à savoir que dans beaucoup de ces structures, elles ont été acquises par des fondations d'utilité publique, donc les associations qui sont à l'intérieur ne payent pas de loyer. Donc ces 19 millions, j'aimerais bien savoir comment ils sont réellement utilisés. C'est une très bonne question que vous posez. Ce n'est pas par personne, c'est par place. Donc il y a quand même tout un travail qui est fait. Il y a parfois de la sécurité. Alors il y a des lieux qui ont une sécurité forte, il y en a d'autres qui n'ont pas de sécurité. Il y a des lieux qui ont un accompagnement un peu plus fort. Puis après, la question du chiffrage, elle est différentielle. On sait que les places organisées par la ville coûtent plus cher que certaines associations qui ont des tarifs différents aussi en fonction des travailleurs, des travailleuses qui sont sur place. Mais je n'ai pas le détail, c'est une question à poser à l'Association des communes genevoises qui gère ce fonds intercommunal, vous le savez probablement. Et puis la mise en œuvre de cette LAPSA, elle est faite par je ne sais plus le nom, mais je crois finalement une plateforme, on va le dire comme ça, qui recoupe plusieurs élus de différentes communes. Je pense que c'est eux qui font interpeller et obtenir les chiffres, sinon volontiers faire le relais politique s'il le faut. Merci. En tout cas, c'est toujours moins cher que les places à Chandelon. Ok. On arrive tranquillement à la fin en fait de cette table ronde. Mais j'aimerais rebondir. Je veux dire, ça coûterait moins cher
de trouver des maisons qu'on a parlé longtemps, Tabata, de ça, des maisons qui vont être détruites parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas besoin simplement d'avoir un toit, n'ont pas besoin de 50 000 travailleurs sociaux, et si on est seul en famille, on a besoin moins de sécurité que si on est 40 familles ensemble, c'est évident. Et donc, moi, je prône pour que les maisons vides qui vont être détruites, on fasse un projet qui va coûter moins cher et qu'on va sortir les personnes de la rue. Donc, merci Tabata pour la question. Voilà, je pense que ça sera le mot de la conclusion. Je remercie beaucoup Carla da Silva d'avoir organisé en fait cette table ronde. Je remercie en fait toutes les personnes d'être venues ici ce soir pour parler de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles connaissent, de ce qu'elles font, et en particulier Annika et Danila. Je remercie l'université pour avoir organisé ce moment de rencontre. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.